Hello! Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une autre vidéo dans la série des previews pour la saison 2019-2020 de la LNH. Et aujourd'hui, on s'attaque aux Islanders de New York, les très surprenants Islanders de New York. Alors, les Islanders de New York, là, si on prend en considération le début de l'année passée, c'était une équipe qu'on voyait dans les bas-fonds de la LNH. On se dit, bon, ils ont perdu leur meilleur joueur, leur joueur de franchise en John Tavares, compte absolument rien. C'est une équipe qui, au niveau offensif, va assurément descendre. Puis honnêtement, je pense qu'ils sont passés de comme la 7e meilleure attaque l'année passée. Je pense qu'ils étaient comme la 22e meilleure attaque. Alors, les chiffres ont été au rendez-vous par rapport à ça. On se disait qu'ils venaient de perdre leur capitaine, leur meilleur joueur offensif. Ils venaient de perdre tout ce qu'il y avait par rapport à cette équipe-là de fort. C'était John Tavares et ils venaient de le perdre. Alors, on prédisait franchement pas grand-chose pour cette équipe-là de rejetons de New York. Et pourtant, on a peut-être un peu trop négligé l'élément Trotz. Barry Trotz, qui est un des entraîneurs peut-être les plus réputés au niveau de la Ligue nationale pour son jeu défensif. Alors, c'est un gars qui est très intelligent sur un point de vue psychologique et sur un point de vue de la logique défensive. Donc, il joue bien avec ses joueurs. Puis en plus, défensivement, il est intelligent. Et c'est un gars également qui n'a pas à dealer avec une équipe de grosses têtes. Alors ça, là, c'est très bon quand tu es entraîneur de ne pas avoir des grosses têtes, ce qui fait qu'ils vont respecter ton plan de jeu. Alors à ce niveau-là, Barry Trotz a fait un job exceptionnel avec les Islanders de New York. Les Islanders de New York ont réussi une grande première dans l'histoire de la LNH l'année passée. C'est-à-dire qu'il y a 2 ans, les Islanders de New York étaient la pire défensive de toute la Ligue. Je vais vous donner les chiffres. Il y a 2 ans, en 2017-2018, 293 buts accordés. L'an passé, les Islanders ont terminé au premier rang, la meilleure défensive de la Ligue, avec 191 buts accordés. C'est une différence de 100 buts de moins d'accordés. C'est une première dans la LNH qu'une équipe qui termine au dernier rang au niveau des buts accordés, l'année d'après termine au premier rang. Alors pour ça, félicitations à Barry Trotz et félicitations, excusez-moi, également au tandem de gardiens parce que l'année passée, Bryce et Leonard ont été exceptionnels. Leurs statistiques ont été vraiment exceptionnelles et d'ailleurs, ils ont gagné le trophée Jennings qui est remis à l'équipe qui a accordé le moins de buts. Alors en gros, ça a été une saison qu'on va dire de rêve, pas parce qu'ils ont terminé premier, mais tout simplement parce qu'on s'attendait tellement pas à ça d'eux autres et ils ont très bien fait. Les Islanders de New York l'année passée, c'est 48 victoires, 27 défaites, 7 défaites en prolongation, un total de 103 points, ce qui leur donne le 4e rang dans l'Est et le 5e rang dans la Ligue nationale. Ils se présentent en série, puis bang! Première ronde, ils éliminent les Pingouins. Ça l'a bien été. Après ça, les Hurricanes, ça a été un peu moins bien. Mais il reste qu'ils ont surpris beaucoup de monde, ces Islanders-là. Et pourtant, en début de saison, on ne pouvait pas vraiment prédire ça. Mais vers la fin de la saison, ils ont été exceptionnels. Première moitié de saison, c'est 23 victoires, 50 points, 9e dans l'Est. Deuxième moitié, 25 victoires, 53 points, 3e dans l'Est. Par la suite, le meilleur buteur l'année passée aura été Lee avec 28 buts. Le meilleur pointeur aura été Matthew Barzal avec 62 points. Le meilleur défenseur Roman Pollock avec 37 points, un différentiel plus-moins de plus 21. Alors là, il y a des gars qui se sont démarqués, qui étaient des gars connus comme étant bien, mais qui s'avèrent être vraiment très bons en Pollock et Pollock. Donc ça, c'est un tandem que moi, j'ai pas mis ensemble, mais qui joue très souvent ensemble. Mais ce qu'il faut mentionner, c'est que c'est une équipe qui est quand même balancée, donc c'est ce qui fait que les joueurs s'interchangent assez régulièrement. En termes de jeunes qui pourraient peut-être rentrer dans l'alignement, mais je vais être honnête avec vous, la banque de jeunes des Islanders de New York n'est pas une banque qui est déjà prête, qui est déjà mûre. Alors c'est ce qui fait que, à moins de quelque chose d'exceptionnel, il y a peu de chances qu'on voit ces joueurs-là dans la Ligue nationale dès l'année prochaine. Dans le cas de Noah Dobson, c'est assurément le meilleur défenseur dans les espoirs que les Islanders y ont. Noah Dobson, c'est 19 ans, un choix de première ronde en 2018. Dans son cas, à lui, il a déjà gagné 2 coupes mémoriales dans la Ligue junior majeure du Québec. C'est un gars qui, l'année passée dans la LHJMQ, a un total de 56 matchs et de 52 points. Alors, clairement, un défenseur à caractère offensif, c'est le capitaine de son équipe dans la LHJMQ. Ce gars-là, si les Islanders le veulent, ils n'ont pas le choix, il faut qu'ils le gardent dans la Ligue nationale. Parce que, vu que c'est un Canadien, blablabla, ils ne peuvent pas le descendre dans la Ligue américaine, vu son âge, ils seraient obligés de le renvoyer au niveau junior. Puis s'ils le renvoient au niveau junior, ils ne peuvent plus le rappeler après. Fait que, bref, s'ils le gardent, il va falloir qu'ils le gardent
sur une base régulière dans la LNH, à la limite, ils vont le faire bencher, mais il va falloir qu'il garde. Fait moi, d'après moi, c'est un gars qui va probablement plus jouer encore une fois junior l'année prochaine, même si c'est un gars qui a un très très bon calibre. Par la suite, on va y aller avec le gardien de but, Ilya Sorokin. Sorokin, 24 ans, choix de 3e monde en 2014. Dans son cas, à lui, il reste en affaire comme 1 an ou 2, là, je me rappelle plus exactement. Ouais, il est à sa dernière année de contrat en ce moment. Ok, dans le cas de Sorokin, lui, c'est le gardien de but qu'on perçoit comme étant le gardien de but d'avenir des Islanders de New York. Et c'est un gros si. Si on réussit à le convaincre à venir jouer en Amérique du Nord. En ce moment, ce gars-là, il joue dans la KHL et ça va très bien. Il est vraiment très dominant dans la KHL. L'année passée, dans la KHL, c'est 40 matchs, une moyenne de 1,16 et un pourcentage d'arrêt de 940. Mais ce qu'il faut mentionner, c'est qu'il joue avec Moscou, qui est peut-être la meilleure équipe de la KHL. Fait que oui, il y a des très bonnes stats, mais en même temps, il joue pour la meilleure équipe. Bref, ce gars-là, son contrat dans la KHL se termine cette année. Alors, il va falloir essayer de le convaincre de venir ici en Amérique du Nord. Est-ce que ça va se donner ou pas? Ça, c'est la job des Islanders d'essayer de le convaincre de le faire. Et on pense même, la rumeur veut que si on a opté pour Varlamov comme gardien de but, comme joueur autonome, on l'a signé juste 1 an. Il me semble c'est juste 1 an, de mémoire, il me semble c'est juste 1 an. Ça serait peut-être dans le but de charmer Sorokin. On verra bien. Par la suite, on y va avec le joueur aile droite centre Olivier Wallstrom, 19 ans, choix de première ronde en 2018. Il y a des gens qui voient Wallstrom sur une base régulière dans la LNH. Je ne sais pas. Ça a l'air qu'il a connu un très bon championnat junior. Tout dépend de son camp d'entraînement, mais il se pourrait que ce gars-là rentre dès cette année. Dans le cas de Kiefer Bellows, 21 ans, dans le fond, on continue avec Wallstrom, excusez-moi. Dans le cas de Wallstrom, il jouait au niveau de la NCAA l'année passée. C'est 36 matchs, un total de 19 points. Lui, il a décidé d'abandonner ses études finalement, fait qu'il va aller jouer dans la Ligue américaine et non dans la NCAA cette année, si il y va. Dans le cas de Kiefer Bellows, lui, 21 ans, choix de première ronde en 2016, lui, c'était sa première année dans la Ligue américaine l'année passée, puis ça n'a pas été exceptionnel son affaire, là. 73 matchs dans la Ligue américaine, 19 points. Il y a très peu de chances qu'on le voit dans la Ligue nationale l'année prochaine. En tout cas, moi, ça m'étonnerait vraiment bien gros. Puis on va finir avec le défenseur Bud White, 19 ans, choix de 2e ronde en 2018. Dans le cas de White, lui, il jouait dans la Ligue de l'Ontario l'année passée, 62 matchs, un total de 70 points. C'est un excellent défenseur à caractère offensif, mais je ne crois pas qu'il soit prêt pour la LNH immédiatement. Alors, au niveau de l'alignement, c'est un alignement qui est un alignement possible. Et là, ce qu'on doit mentionner, c'est qu'avec les Islanders, tu as comme la badge de 6, la badge de 6, et c'est interchangeable. C'est-à-dire qu'un soir, tu peux avoir une première ligne, puis le lendemain, ça va être l'autre qui va être la première ligne, et ainsi de suite. Ça va tout le temps bouger comme ça. Alors, bref, le seul point que j'ai vu qui était commun pour à peu près tout le monde, c'est que cette ligne-là est à peu près toujours la même, peu importe les sites que j'ai consultés ou les experts que j'ai regardés. Puis Barzal est généralement le premier centre. C'est à peu près tout. Pour ce qui est du reste, je me suis amusé avec ça, tout simplement. Alors, en termes d'allié gauche, moi, j'y vais avec Lee comme étant le premier allié gauche. 82 matchs l'année passée, 51 points. Je le fais jouer avec Matthew Barzal, 62 points en 82 matchs l'année passée. C'est probablement le meilleur joueur au niveau offensif, Barzal. Ça a été un peu décevant, 62 points. Peut-être qu'on s'aurait attendu un petit peu plus que ça. Mais honnêtement, il y a comme plusieurs joueurs qu'on s'attendait un petit peu plus que ça. Fait, bref, je ne sais pas si on peut vraiment le blâmer de ça. L'équipe, de manière générale, a joué plus défensif, ce qui fait que les statistiques offensives ont été vers la baisse, ou du moins peut-être pas à la hauteur de ce qu'on s'attendait. Et j'y vais avec Josh Bailey à l'aile droite, 56 points en 82 matchs l'année passée. Je pense que ça peut être une bonne première ligne d'attaque offensive. Par la suite, en termes de deuxième ligne à l'aile gauche, j'y vais avec Beauvillier, 28 points en 81 matchs. Il y a eu une bonne année l'année passée. Mais il va falloir qu'il en amène un petit peu plus s'il veut être sur la première ligne. Mais comme je vous mentionne, les Islanders jouent souvent avec première, deuxième ligne, puis ils s'interchangent comme ça. Fait que des fois, c'est celle-là la première ligne, des fois, c'est celle-là. Bref, ça se peut très bien qu'il y ait beaucoup de temps de glace cette année. Mais tu sais, de manière générale, le top 6, là, c'est tous des gars qui jouent en moyenne à peu près 17 à 18 minutes par match, ce qui veut dire à peu près première ligne tout le temps. Donc, ils sont très utilisés de manière générale, peu importe que ce soit sa première ou sa deuxième. En termes de deuxième centre, on y va avec Nelson, 53 points, 82 matchs l'année passée, et Jordan Eberle comme le l'ailier droit de la deuxième ligne, 37 points, 78 matchs. Eberle, on veut plus de points que ça. 37 points, c'est vraiment pas exceptionnel. Je maintiens le point. Toute l'équipe a joué plus défensivement. Donc, c'est sûr que toutes les statistiques individuelles ont baissé, mais j'aurais préféré le voir dans la strate des 50 points avec les autres chummies plutôt que de le voir tout seul dans sa strate des 37 points dans le top 6. C'est un peu décevant. Dans le cas de Beauvillier, lui, c'est un peu surprenant. Donc, même s'il y a juste 28 points, on le met en haut parce qu'il a été surprenant en tant que tel. Bon, là, ici, on a joué beaucoup. Là. Il y en a qui ont mis à l'aile gauche sur le troisième trio. Il y en a qui mettent d'alcool, puis il y en a d'autres qui mettent Osang.
Osang, c'est un joueur qui avait un très fort potentiel au niveau offensif, mais semble-t-il qu'il a un problème de tempérament. Parce que honnêtement, ses stats, il se présente pas tant que ça. Là. Fait que oui, au niveau de la Ligue américaine, il est bon, mais d'accord aussi au niveau de la Ligue américaine, il est bon. Il est bon, excusez, il est bon. Fait que d'une manière ou d'une autre, c'est des gars qui, d'après moi, peuvent s'interchanger. Et on semble dire que Osang a un problème de tempérament. Donc moi, je vais plus avec d'alcool pour le faire jouer sur une base régulière. C'est 7 points en 28 matchs l'année passée dans la Ligue nationale pour d'alcool. Par la suite, au niveau du troisième centre, nouvelle acquisition d'Éric Brassard, 23 points en 70 matchs l'année passée, mais dans le cas de Brassard, il s'est promené dans 3 équipes différentes l'année passée. C'est un joueur de centre qui est clairement en caractère offensif, bon mise au jeu. Alors c'est un gars qui gagne en âge, ça c'est sûr et certain. Je pense pas qu'il va être sur les 2 premiers trios, mais je pense que c'est un excellent troisième centre. Et s'il y a de la stabilité pour lui, je pense que ça peut juste être bon. Fait que probablement qu'il va avoir une saison un petit peu au-dessus de 23 points, sans nécessairement dire qu'il va faire 50 points, mais probablement un petit peu plus que 23 points, vu qu'il va avoir de la stabilité, et ça serait très bon pour lui. Et par la suite, à la droite, on y va avec Komarov, un gars qu'on apprécie beaucoup avec les Islanders. C'est un gars qui peut jouer à toutes les positions au niveau offensif. L'année passée, c'est 26 points en 82 matchs. Quatrième ligne. Là, on s'attaque à du lourd. Parce que la quatrième ligne des Islanders est peut-être une des meilleures quatrièmes lignes à mes yeux de la LNH. Parce qu'ils frappent fort. C'est des gros bonhommes qui tapent. Martin, 14 points en 67 matchs l'année passée. Sizikis, 33 points en 73 matchs l'année passée. Clutterbuck, 23 points en 73 matchs. Fiez-vous pas aux stats. C'est une ligne qui impose sa présence par son physique. Comme du bon vieux hockey. Fait que c'est des gros bonhommes qui frappent fort et honnêtement, c'est une très bonne quatrième ligne. Ce qui fait que les gars que je mets en scratch, s'ils veulent rentrer, d'après moi, la troisième ligne est plus fragile que la quatrième ligne. C'est mon opinion. Alors, en termes de scratch, j'y vais avec Fritz, avec Kunak, Johnson et Wallstrom. Mais lui, Wallstrom, écoutez, c'est un gros point d'interrogation. On va voir. Probablement qu'il va aller plus dans la ligne américaine que dans la ligne nationale, mais il peut peut-être forcer la donne. Au niveau des défenseurs, le premier défenseur gauche, moi, j'y vais avec Nick Lady. J'ai vraiment, mais vraiment pas l'appui de la majorité avec Nick Lady. Mais je pense que c'est intéressant de faire jouer, et ça, je vous l'en ai déjà parlé dans mes autres vidéos, de faire jouer quelqu'un qui a peut-être beaucoup plus d'expérience avec quelqu'un qui en a moins. Dans le cas de Nick Lady, c'est assurément le gars qui a le plus d'expérience. Puis, il avait gagné avec les Hawks, ce gars-là. Fait 26 points en 82 matchs, à faire jouer avec Roman Pollock, 37 points en 82 matchs l'année passée. Ça a été le meilleur défenseur sur un point de vue offensif, Pollock, l'année passée. Alors moi, je trouve ça intéressant de faire jouer avec Lady. Mais ceci étant, ce qu'on doit mentionner, c'est qu'il a joué souvent Pollock avec Pollock. Alors, c'est ce qui fait que probablement que Pollock serait plus propice d'être avec Pollock, mais à ce moment-là, je me ramasserais avec Lady et Boychuk, 2 gars d'expérience qui ont déjà gagné. Boychuk, je me souviens pas s'il a gagné la Coupe en 2000. Je pense que oui. En tout cas, peu importe. Donc, 2 gars qui ont des antécédents, disons, victorieux de leur côté, qui joueront ensemble avec 2 pas vraiment. Donc, moi, je préfère les mélanger que les mettre ensemble. Alors, j'y vais avec Lady et Pollock pour la première paire. Pollock, 21 points 78 matchs l'année passée. Je le fais jouer avec Johnny Boychuk, 19 points 74 matchs l'année passée. Et par la suite, je ferme le tout avec Devontae Toews, 18 points en 48 matchs l'année passée, qui va jouer avec Scott Mayfield, 19 points en 79 matchs. Cette paire de défense-là, si vous me mettez, là, on parle pour parler, là, si vous me mettez Lady et Boychuk ensemble, cette paire de défense-là peut monter au-dessus d'eux autres. Pourquoi? Parce que dans le cas de Devontae Toews, il a été solide quand il a été dans la LNH l'année passée. Donc vers la fin de la saison, les choses ont très bien été pour lui et on voit un potentiel intéressant comme lui pour étant un top 4 éventuel. Et Scott Mayfield, lui, c'est graduellement qu'il fait son chemin vers la Ligue nationale, mais il est gros! Il est grand puis il est gros. Fait que c'est une ligne qui est vraiment intéressante. Puis Toews peut amener un aspect plus offensif, Mayfield plus défensif. Ça ferait une belle ligne qui serait balancée. Alors c'est une paire, excusez-moi, une belle paire de défense qui peut être intéressante. Même si je la mets comme troisième, elle pourrait assez facilement être deuxième. Puis à ce moment-là, si vous avez Lady et Boychuk ensemble, vous les mettez en dessous. Fait que ça ferait Pollock, par la suite Toews, Mayfield, puis par la suite on terminerait avec Lady Boychuk. C'est une chose que je vous propose. Au niveau des gardiens de but, là, on a fait l'acquisition de Semyon Varlamov l'année passée avec le Colorado. C'est 49 matchs, 2,87, 909. Varlamov, en fin de saison, ça a été difficile. Il a perdu son poste de partant au Colorado. C'est même pas lui qui a été partant pendant les séries éliminatoires. Fait que, bref, c'est un gars qui, vers la fin de la saison, s'est un peu effondré. Et ça, c'est peut-être pas nécessairement un super bon signe. Ceci étant, avec une équipe qui joue bien défensivement, il peut quand même avoir des très bonnes statistiques. Je rappelle que l'année passée, le tandem gardien a gagné le trophée qui est remis à l'équipe qui a accordé le moins de buts. Alors franchement, c'est une équipe qui fait bien paraître ses gardiens. Fait, ça peut peut-être aider Varlamov. Par la suite, on y va avec Thomas Greiss l'année passée. C'est 43 matchs, 2,28, 927. Des excellentes statistiques. Leonard avait des excellentes statistiques aussi. Pour les gardiens, ça l'a bien été l'année passée à Islanders, à New York. Donc, cette année, moi, je pense qu'on y va encore avec un mariage. Trotz a l'air d'aimer ça, l'idée de partager la tâche. Fait qu'à ce moment-là, ça va être Greiss puis Varlamov. Aucune idée qui va être privilégié.
Probablement qu'on va y aller avec Varlamov à cause le contrat qu'on y a accordé. Donc, on démontre comme plus de confiance à son égard. Mais en même temps, Grice a rendu des fiers services. On le connaît déjà à New York. Fait que je sais pas, honnêtement. Je sais vraiment pas. Je les ai mis dans cet ordre-là par rapport surtout au salaire. Puis par rapport au fait que Varlamov était vraiment numéro 1 une bonne partie de la saison l'année passée au Colorado. Mais finalement, il a été décevant en fin d'année. Bon, bref. Et par la suite, on termine le tout avec Gibson qui a joué 2 matchs en Ligue nationale l'année passée. 1.50, 941. Tous les gardiens ont bien paru avec les Islanders l'année passée. C'est aussi simple que ça. Gibson qui devrait être le partant dans la Ligue américaine et non un joueur régulier dans la LNH l'année prochaine. Alors, en regardant tout ça, toutes ces statistiques-là, ce qu'on remarque, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de gros changements qui ont été faits. L'un qui a été remplacé par Varlamov, je ne pense pas qu'on s'en va vraiment en s'améliorant. Dans le cas de l'addition de Brassard, ben écoutez, il commence à gagner en âge, puis je ne sais pas s'il va amener vraiment un immense impact dans cette équipe-là. C'est une équipe qui a énormément de difficultés à compter des buts l'année passée et ils n'ont rien ajouté pour en compter plus. Fait que je pense que la lacune au niveau des buts comptés risque de se maintenir. Puis au niveau défensif, je ne sais pas si on va être capable de maintenir le rythme qu'on a déjà maintenu. Alors moi, ce que je prévois pour les Islanders, ce serait probablement une baisse de régime de leur côté. Le jeu défensif risque d'être différent. On ne sera plus nécessairement perçu comme étant des underdogs l'année prochaine parce qu'on a prouvé qu'on était capable d'être très solide défensivement dans cette équipe-là. Alors moi, je prévois que cette équipe-là va être peut-être un peu moins dominante qu'elle l'a été cette année. Alors, je ne veux pas trop me risquer pour ce qui est d'une prédiction au niveau de la conférence. Moi, je dirais que, d'après moi, elle ne va pas être confortable en playoff. Si elle fait les séries cette année, je ne pense pas qu'elle va être confortable. Quatrième dans l'Est, c'est assez confortable. Je me risquerais pour un combat pour un playoff spot, mais pas nécessairement confortable. Fait que j'y vais pas dans le top 5. J'irai avec, mettons, 6 à 9 ou 10 là, dans l'Est, quelque chose de même. Si j'ai le temps, je ferai une vidéo où je vais faire comme un mix de toutes les prédictions que j'ai faites, là, puis que ça donne un classement qui a du sens. Parce que là, j'y vais comme ça selon l'inspiration, mais je ne tiens même pas en considération quelle équipe j'ai placé où. Là. Fait que bref. L'indice des Hockey Guys, lui, il va en considération de la division. Alors, selon des Hockey Guys, quelle position les Islanders devraient terminer au niveau de la métropolitaine? Moi, je les file plus ou moins. C'est la raison pour laquelle je ne les mettrai pas dernier. Mais je partirais probablement de la position 7. Mettons 4 à 7 dans la métropolitaine. 4, 5, 6, 7. 5 à 7, mettons? Non, 4. 4 à 7. 4 à 7 dans la métropolitaine. Alors, des Hockey Guys, lui, il les place 3 à 5. Alors, The Hockey Guy, in Trotz, he believes. Alors, on verra peut-être. Quelle est votre opinion à vous sur les Islanders? Est-ce que vous pensez qu'il y a des joueurs qui vont sortir du lot qu'on s'attendait? Peut-être pas. Écoutez, quelque chose qui pourrait être vraiment intéressant, là, c'est le combat pour Dacol puis O5. C'est deux gars qui sont bons dans la Ligue américaine. S'ils veulent un spot dans la Ligue nationale, il va falloir qu'ils se donnent. Et je m'attends à ce que Eberle se doit de faire plus. Fait que des statistiques offensives plus intéressantes pour Eberle, puis un combat intéressant entre Osang et Dacol. Et sinon, des joueurs qui sont à risque, honnêtement, là, les joueurs qui sont à risque, Johnny Boychuk, d'après moi, est probablement un des joueurs les plus à risque dans cette équipe-là, puis de ne pas finir la saison. Reste à savoir si on va être capable de l'échanger. Alors, quelle est votre opinion à vous des joueurs qu'on va démarquer au niveau des Islanders l'année prochaine, des joueurs qui sont à risque au niveau de l'équipe, à quelle position vous pensez qu'ils vont finir? Alors, faites-le moi savoir au travers des commentaires. Maintenant, si vous avez aimé la vidéo, aimez-la. Si vous avez envie qu'on jase de hockey avec plus de monde, partagez-la avec vos amis. Question qu'on jase de hockey avec un paquet de monde. Et puis, je vous invite bien entendu à vous abonner à la chaîne, à activer la notification, puisque je vais mettre d'autres vidéos en ligne. Ce n'est pas terminé pour les previews. On est rendu à peu près à la moitié de la LNH. On a passé un petit peu la moitié de la LNH. Alors, restez connectés à ma chaîne, activez les notifications parce qu'il y a d'autres vidéos qui s'en viennent pour les previews pour la saison 2019-2020 de la LNH. Alors, sur ce, moi, je vous souhaite une excellente fin de journée puis je vous dis à la prochaine.